Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 134e site-rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssa Midani. Aïssa, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers amis. Merci de votre présence je voudrais vous annoncer que de toute façon l'actualité est tellement riche et dense qu'on a eu beaucoup de mal à essayer de faire une synthèse. J'essaye de faire au mieux pour vous informer au mieux de ce qui se passe non seulement dans le monde, mais en fait surtout dans notre région et les implications de ce qui se passe dans le monde sur notre région. Eh ben, je vous souhaite un bon site-rep et merci de votre fidélité. Oui, merci de votre fidélité. On vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez, notamment on remercie Catherine, Nella, Tom, tous les autres et tous ceux que j'oublie de nommer. Donc vraiment merci pour votre fidélité. Sans transition, on va passer tout de suite à l'actualité chargée, comme tu l'annonçais, avec cet attentat en Turquie, d'un côté, et cette série d'attentats en Iran dont on va parler dans un deuxième temps. Donc l'attentat en Turquie a eu lieu à Istanbul, dans une artère très fréquentée, très commerçante. Est-ce que tu peux nous en parler? Qui est derrière, en tout cas officiellement, d'après les services turcs? En tout cas, donc effectivement, un attentat terroriste à Istanbul, hein, dans une artère très fréquentée, à côté en fait, où il y a beaucoup de touristes en général. Il y a eu cinq morts, 80 blessés, donc c'était vraiment quelque chose d'assez meurtrier et surprenant pour les Turcs déjà. C'était Et tous les touristes, tous le les bilan, touristes le sont en bilan est Turquie. monté à 6 morts, je crois, depuis. C'était 5 morts, Oui, oui, ben, parce pardon. que parmi les blessés, il y Ouais. avait des blessés graves. Ça, c'est bon. Bah, les autorités turques annoncent que c'est. Ah, si, ils ont quand même arrêté une femme. C'était une femme qui a fait l'attentat, qui a porté les explosifs. Et c'était quelqu'un, une Syrienne, manifestement, qui était venue du côté de Manbij, en fait, hein, en fait, là, aujourd'hui, en fait, le ministre de l'Intérieur turc annonce que cette femme était venue, les ordres étaient venus de Manbij, en fait. Manbij, qui est une ville en Syrie, qui est, bon, qui est effectivement aussi un peu sous domination ou sous domination Sous contrôle? turque, sous contrôle, pas domination, oui, sous contrôle. Il y a une présence turque et surtout la présence de FDS, Prasad, qui est présente. Voilà. Donc il dit c'est une femme du PKK, c'est une dirigeante du PKK. C'est-à-dire qu'officiellement, ils amalgament Le dans cette PKK, c'est mission le PKK parti. et les YPD, c'est-à-dire les FDS, FDS, ça veut dire les Forces démocratiques euh, syriennes, soi-disant voilà, démocratiques. forces démocratiques syriennes qui ne sont ni démocratiques ni syriennes. Elles sont dominées par des Kurdes qui viennent de Wadi Kandil, qui sont en Turquie. Et il y a des Kurdes et des non-Kurdes dans FDS, mais la domination, c'est effectivement c'est les Kurdes de Wadi Kandil de Turquie. Bon, et puis le PKK, c'est le parti qu'ils appellent communiste turc, hein, en fait, hein, que les Turcs accusent de tous les maux. En fait, c'est le parti de Öcalan qui est en prison en Turquie. Le PKK En fait, kurde de Turquie qui existe depuis de très nombreuses années. oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je voudrais parler, en fait, continuer sur déjà partir de là pour voir la totalité des attentats, parce que il y a une recrudescence des attentats terroristes dans la région. Ces attentats terroristes, donc,
Biden a envoyé ses condoléances à Erdogan pour les victimes de cet attentat. Erdogan répond qu'il refuse ses condoléances. C'est un aspect intéressant, important en fait de pourquoi il les refuse, parce qu'il pense que ce sont les États-Unis qui sont derrière cet attentat et que ce sont les États-Unis qui essayent de faire pression et qui commencent à semer la zizanie au sein de la Turquie, étant donné le fait que la Turquie se rapproche de la Russie et fait aussi le hub, en fait, à, comment dire, le lieu de distribution pratiquement des céréales, parce que la Turquie et la Russie ont passé l'accord pour l'acheminement des céréales à travers la Turquie à tous les pays du monde pour éviter les céréales et les engrais, pour éviter qu'il y ait des famines dans le monde et surtout pour les acheminer aussi vers les pays du Sud qui en ont besoin. Cette période est une période très importante pour les semailles et il faudra que les graines arrivent et les engrais arrivent. Et donc, sinon, il y aurait vraiment une véritable crise alimentaire dans le monde. La Russie ne veut pas cette crise, mais qui serait provoquée par les États-Unis. Donc, en fait, tout ceci s'enchevêtre, hein, Mhm. et on voit que ce sont les retombées, effectivement, de la guerre d'Ukraine que mène l'OTAN contre la Russie via l'Ukraine et par laquelle ils veulent contrôler et arrêter les exportations de céréales de la Russie, mais aussi les exportations des produits pétroliers et gaziers de la Russie. Donc, en fait, par cet accord, et que la Turquie cherche à prolonger aujourd'hui encore 6 mois. Donc, par cet accord, effectivement, la Russie essaye de diminuer les problèmes du monde, quitte à envoyer de manière gratuite, et ils l'ont dit, Poutine l'a dit à plusieurs reprises, les céréales et les engrais seront envoyés, seront gratuits pour les pays les plus pauvres du monde et qui seront donc acheminés via la Turquie, qui est devenue un centre de distribution, je dirais, pour ces denrées russes, mais aussi pour les produits pétroliers qui pourraient alimenter éventuellement les pays européens, s'ils le veulent, affirme le président Poutine, que de toute façon, la Russie n'a jamais arrêté et coupé les fournitures de gaz et de pétrole aux pays européens. Ils peuvent tout de suite, aussitôt qu'ils le veulent, ils peuvent ouvrir les robinets. La Russie n'est pas contre le fait de leur envoyer le pétrole et le gaz, mais ce sont eux-mêmes qui ont fermé les robinets en application des pressions américaines pour boycotter la Russie. Mhm. Donc, Alors, c'est à nouveau, donc, ça rétablit toutes les thèses, ça rétablit la vérité en ce qui concerne les thèses qui sont véhiculées par les médias mainstream européens et autres, hein, en fait, style les médias arabes aussi qui sont liés aux Américains, où on dit c'est la Russie qui provoque la famine dans le monde, c'est la Russie qui provoque le froid en Europe aussi face à cet hiver qui s'annonce apparemment assez rigoureux. alors, attentat en Turquie, attentat également en Iran, où l'État accuse des agents perturbateurs. On a vu des reportages sur El Mayadine et on en parle même dans les médias occidentaux. Des agents perturbateurs, notamment des étrangers, américains, français, qui fomenteraient donc les manifestations. Il y a des vidéos qui sont montrées. Est-ce que tu peux nous en parler?
Effectivement. Alors, moi, ce que je voulais aussi passer effectivement de cet attentat en Turquie aux différents attentats en Iran et même en Irak et en Syrie, il y a une recrudescence des violences dans cette région. Des attentats de Daesh en Syrie et en Turquie, en Syrie et en Irak. En Irak. Il y a eu, suite à cela, aussi des attentats qui ont été provoqués dans plusieurs provinces de l'Iran et contre la population, comme ça. Je rappelle l'attentat quand même qui a eu lieu à Mashhad, dans un lieu saint, lors des visites des gens Des pèlerins. oui, des pèlerins. Euh, il y a eu par la suite plusieurs attentats aussi dans plusieurs villes. Et dans plusieurs villes, il y a eu des victimes civiles, dont des enfants, des femmes. Il y a eu aussi des victimes qui sont des officiers des forces de l'ordre, des forces de la sécurité intérieure aussi. Tout ça, ça a été déploré par le président Raisi et Et tu me disais. Mhm. accusant les États-Unis qui sont derrière les États-Unis et l'OTAN derrière ce mouvement de déstabilisation totale de l'Iran. Alors tu me disais justement en préparant cet entretien que pour toi la situation aujourd'hui en Iran était très similaire à celle en Syrie il y a une dizaine d'années, justement au début de la déstabilisation de la Syrie, puisque tu parlais parallèlement à tout ce qui se passe sur le plan intérieur, des sanctions qui sont appliquées notamment sur les médias iraniens, sur les satellites, etc. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces grandes explosions et ces attentats sont à la fois accompagnés de gros mensonges médiatiques, en fait, même comment dire, des mises en scène médiatiques qui montrent qu'il y a beaucoup de manifestations et beaucoup de personnes qui manifestent contre leur gouvernement alors qu'on voit sur Al-Mayadine, en se baladant dans les rues de Téhéran, de Machhad et d'Asparan et de toutes les villes, que en fait la vie continue normalement et qu'il n'y a rien. Ça d'une part. D'autre part, le fait qu'ils aient suspendu la télévision et la radio iranienne de tous les satellites immédiatement, que les Américains imposent aussi en même temps, de manière conjuguée avec tout ça, des sanctions contre 13 compagnies qui auraient facilité effectivement la vente ou le transport de produits pétroliers et pétrochimiques iraniens. Donc, on voit que tout ça, accompagné bien sûr d'une grande campagne de diabolisation du pouvoir en Iran, de diabolisation de pouvoir misogyne contre les libertés, contre les femmes, où il n'y a personne qui ose dire quoi que ce soit, etc. Un régime qui est dictatorial, etc. Donc, tout ceci ressemble comme une goutte d'eau, je dirais, de la même manière, effectivement, est-ce que les choses ont démarré à la manière dont les violences ont démarré en Syrie? C'était des gens qui venaient de l'extérieur faire ces violences et on en accusait le pouvoir. Donc, ça, c'était le début de la déstabilisation. Et ça continue, en fait. Ça continue en Syrie, ça continue en Iran, mais aussi, je voulais aussi ajouter, en Irak, Daesh a été réactivé. Aujourd'hui, on voit des personnes, des militants, des combattants de Hashd al-Sha'bi qui ont été tués par des attentats. Il y a eu aussi des attentats en Syrie contre l'armée syrienne.
à la fois contre l'armée arabe syrienne, à la fois à l'intérieur donc de la région qui est limitrophe de l'Irak. Ce sont des cellules de Daesh aussi qui ont été réactivées. Et bien sûr, l'Irak et la Syrie ont riposté en les attaquant. Que de l'autre côté, il y a eu de manière, comment dire, conjuguée, des attaques nouvelles contre la Syrie par les Israéliens, des missiles qui sont tombés sur la région du centre en Syrie, du côté de Homs, en fait, sur l'aéroport Shayrat, que Ça, en c'était le même 14 temps, novembre dernier. C'était pardon. c'était le 14 novembre dernier. Oui, voilà. Et en fait, régulièrement, les attaques israéliennes pour réactiver, pour donner l'assurance aux terroristes. Il y a à nouveau aussi des attaques terroristes du côté de l'ouest d'Alep, aussi contre des villages syriens, contre des villages où on aussi, et puis Il y a des en agressions même turques temps aussi sur des les. attaques Il y a aussi des agressions turques dont tu me parlais sur les villages syriens. Qui a aussi saqué, des qui est attaques privé d'eau à nouveau. terroristes dans les villes de Ain al-Hawa, al-Daoudiyeh, qui ont été en fait qui ont été attaquées par des lance-missiles, hein, par des missiles lancés donc par les terroristes. Hein. Et il y a eu aussi du côté de Dera, donc dans le sud de la Syrie, une réactivation de Daesh, en fait, qui s'est soldée effectivement par le fait que l'armée arabe syrienne les a arrêtés et a éliminé des dizaines de ces responsables de Daesh. Et aujourd'hui, il y a une véritable opération de nettoyage du terrain avec aussi le nettoyage des charges plastiques et des mines qui ont été plantées partout par ces terroristes. Hein. Tout ceci, en fait, continue donc du côté est de la Syrie, donc aux frontières syro-irakiennes, du côté sud-ouest aussi du côté de Dera, plus les attaques israéliennes, plus on voit aussi, donc ajouté aux attaques contre l'Iran, on voit que c'est vraiment des attaques en règle contre la région, ajouté à l'escalade de la violence, hein, des Israéliens contre les Palestiniens, contre l'ensemble de la population palestinienne. Il y a des violations de villes, des violations de domiciles, des destructions de domiciles, à nouveau. Mais tout le temps, ça n'arrête pas, mais il y a une escalade dans ces rythmes de violence. Les villes de Jenin et de Ramallah sont systématiquement envahies par les Israéliens. La ville de Jérusalem et toutes les villes autour, les petites villes autour de Jérusalem sont systématiquement envahies par les colons qui tirent à bout portant sur la population aussi protégée par l'armée israélienne qui tire sur les femmes, les enfants, les jeunes, et qui envahit des maisons et qui tue effectivement. Ils ont arrêté récemment des militants palestiniens qui étaient anciennement qui étaient détenus et qui ont été libérés et viennent les attaquer. Et donc, ils arrêtent les personnes. C'est Nabil Radini, par exemple, mais c'est un exemple parce qu'il y en a des quantités, malheureusement, tous les jours qui meurent, qui sont tués comme ça par
vague de violence qui ne dit que à quel point cet État fantoche a peur des Palestiniens. Ils ont même peur des enfants. Ils ont tué une jeune fille de 15 ans, un enfant de 9 ans, un autre enfant de 7 ans, en fait, comme ça, qui vient qui vient avec l'arrestation de ses parents, etc. Mais la fille de 15 ans, elle était là, dans une voiture, ils lui ont tiré dessus, et voilà. Donc, cette violence incroyable, je voudrais quand même signaler qu'il n'y a pas eu un seul mot dans la presse européenne sur ces violences israéliennes, alors que quand il y a une riposte palestinienne et qu'il y a un ou deux colons ou des forces de l'ordre israéliennes qui sont tués. Alors bien sûr, tout le monde parle de la protection des Israéliens, etc., en Palestine. Donc c'est important de voir ces deux poids, deux mesures systématiques, en fait, non Tout à fait. seulement des Palestiniens et vis-à-vis de tous les peuples qui s'opposent effectivement à la domination et à la domination américano-sioniste, parce que si les Israéliens n'étaient pas aussi soutenus par les États européens de l'OTAN et par les États-Unis, il n'y aurait pas cette abjection dans les crimes qu'ils commettent tous les jours contre la population palestinienne et ces violations quotidiennes de la charte, pas seulement de la charte de l'ONU, mais aussi du droit humain international et de la protection de la population des pays qui sont sous occupation et qui doivent être protégés par les Nations Unies, qui d'ailleurs ne trouvent pas mot pour dire, ils ne disent rien de tout ça. Quand ils parlent en discréditant les Palestiniens. Cette injustice, il faudra qu'elle s'arrête. Et c'est le peuple palestinien qui l'arrêtera. Et je crois qu'aujourd'hui, la population et la jeunesse palestinienne sont tous déterminés à libérer le pays, mais de toute la totalité de la Palestine, et mettre fin à cette occupation et à ce mandat qui a été favorisé par les Britanniques il y a maintenant 100 ans. Et il est temps que ça s'arrête. Voilà. Alors, Israël, donc par l'intermédiaire d'un de ses quotidiens de référence, le Haaretz, a reconnu qu'ils avaient fourni, enfin, en tout cas qu'ils avaient financé l'acquisition de matières stratégiques, pour être très précis, pour un montant de plusieurs millions de dollars à l'Ukraine, sous pression américaine. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bien sûr, on sait que. Alors, pourquoi ils disent, Haaretz dit sous pression américaine, comment dire, montrer que Israël le pauvre, il est sous pression américaine et c'est pas sa volonté. Mais on le sait quand même depuis le début que Israël intervient aux côtés de Zelensky et aux côtés des hordes nazies ukrainiennes depuis le début, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, d'Israéliens qui sont allés se battre aux côtés des nazillards ukrainiens, les bandes Azov et puis les bandes Bandera, contre la Russie. En fait, ils disent qu'ils sont contraints par les Américains parce que, comme ça, ils dégagent leurs responsabilités face à la Russie. Ils essayent de diminuer le fait face à la Russie et pour éviter effectivement
les colères de la Russie dans cette affaire. Hmm. Euh, On- on pourrait passer peut-être on un va pas. petit peu, on- puisqu'on est en Palestine, Oui. aux élections qui s'y sont passées, qui ont donné effectivement, qui ont ramené au pouvoir Netanyahou. Donc c'est pour moi, tout le monde se posait des questions. En fait, c'est un parti qui est plus jusqu'au boutiste, plus fasciste que l'autre, etc. Moi, je dis pour les Palestiniens, ça ne change rien. De toute façon, tous les partis israéliens sont des fascistes contre les Palestiniens. Ce qui les unit, d'ailleurs, même dans leur bagarre politique, ce qui les unit, c'est le sang des Palestiniens. Ils s'unissent pour faire plus de crimes contre les Palestiniens, pour accentuer la répression contre le peuple palestinien, encore plus entraver le mouvement des Palestiniens, encore plus ajouter au blocus de Gaza, encore ajouter à rendre la vie des Palestiniens, la vie quotidienne des Palestiniens de plus en plus impossible et tous applaudissent. Plus c'est fait comme ça, plus ils arrivent à réussir dans les élections. Donc en fait, pour le peuple palestinien, ça ne change pas, mais ces répressions ne font que attiser effectivement et augmenter la détermination des Palestiniens à continuer la lutte pour libérer leur pays et pour s'affranchir de cette occupation qui n'a que trop duré et qui n'est que trop criminel pour durer et pour exister, et toléré par le monde qui se dit bizarrement, qui se dit défenseur de la démocratie, n'est-ce pas? C'est le monde occidental, dirigé par les Américains, qui se dit toujours défenseur des libertés, défenseur de la démocratie, etc. Et on présente Israël comme étant le pays le plus démocratique du Moyen-Orient. Bonjour. Alors maintenant, c'est clair, le fascisme est très clair et il est au summum de ses ponts. Oui. Alors on va pas quand même pas se réjouir que Netanyahou revienne au pouvoir dans le sens où c'est sans doute un vieux loup de guerre de la géopolitique et de la politique tout court. Et que c'est vrai qu'il est là depuis longtemps. Il y a des vidéos où il fait des confidences où il se targue, où il se vante d'avoir roulé dans la farine différents responsables politiques, y compris américains, pour des pseudo-accords de paix, qui laissaient finalement à Israël des coups des franges pour faire ce qu'il voulait derrière. Donc Netanyahou, c'est pas forcément notre allié, et malheureusement, on peut lui reconnaître une certaine ruse. Alors ça va nous amener On après peut à lui parler. reconnaître aussi son aspect de grand escroc parce que on sait qu'il a énormément de procès sur le dos, sur des procès de corruption, des procès de vol de capitaux, etc., etc. Donc malgré tout, il a fini par outrepasser, je dirais, toute la logique soi-disant de la justice ou de la justice israélienne. Alors, Donc dans, voilà. dans le pays à côté, le Liban, le pays du cèdre, bah, c'était donc la fin de règne, on pourrait dire, de Michel Aoun, du président libanais. Et donc il C'est y a une la fin du mandat, la fin du mandat. effectivement. Mm. Et donc il y a une vacance de présidence aujourd'hui, en plus de la vacance du gouvernement et en plus de la crise financière. Donc le Liban est dans une mauvaise passe. Et tu m'informais en préparant cet entretien que pour l'instant, hein, la Chambre des représentants, pardon, le, le Parlement libanais n'avait pas réussi à élire un nouveau président. Ils se réunissent tous les jeudis. Est-ce que tu peux nous parler de cette crise et de ses Effectivement, implications? alors, effectivement, le gouvernement pour lequel d'ailleurs était nommé ou était pour le nommer, était chargé de faire le gouvernement, c'est M. Mekrati qui n'avait toujours pas formé son gouvernement d'une part, et c'est un gouvernement de transition, je dirais, qui est en place, hein.
mais la fin du mandat du général Aoun a fait que le gouvernement a démissionné et le général Aoun a accepté le jour de la fin de son mandat, a accepté la démission du gouvernement. Donc il y a effectivement une vacance politique réelle aujourd'hui. Donc, mais par contre, c'est ce gouvernement de transition qui continue à poursuivre les affaires euh, et qui continue à poursuivre les affaires quotidiennes, je dirais. Le Parlement au Liban, c'est un système parlementaire. Le président est élu par le Parlement et le Parlement libanais s'est réuni à plusieurs reprises. Donc, toutes les semaines, ils se réunissent et ils n'ont pas réussi jusqu'à aujourd'hui à pouvoir élire un président. La question clé, c'est il y a grande divergence sur les personnes entre les différents partis politiques. Donc, en fait, l'idée, c'est que le président du Parlement, M. Nabi Berri, essaye de favoriser ou pousse les partis à avoir un plus grand débat politique entre eux et qu'ils se mettent d'accord sur une plateforme politique à la limite minimale mais qui les unit tous de manière à avoir un président qui représente effectivement l'unanimité de l'ensemble des partis politiques. Il y a eu plusieurs réunions qui n'ont pas abouti, mais le débat politique continue entre les différents partis politiques qui sont libanais, qui sont concernés. À ce niveau aussi, le président Nasrallah, qui ne participe pas à ce débat, en fait, le parti dit dans un discours, effectivement, qualifie dans un discours qu'il a fait à l'occasion de la journée du martyr, quelle est la demande de Hezbollah par rapport au président qui devrait venir. Il dit, nous ne demandons rien à ce président, mais nous lui demandons de ne pas nous attaquer dans le dos, d'une part, ne pas nous poignarder dans le dos, d'une part, mais aussi de protéger la résistance, puisque la résistance a protégé le Liban, la résistance a décroché et réussi à imposer les droits des Libanais sur leurs richesses au niveau de Karish et au niveau à la fois au niveau de l'ensemble des richesses gazo-pétrolières de la Méditerranée, mais aussi il a rappelé que c'est la résistance qui a libéré les terres libanaises qui étaient occupées par les Israéliens depuis l'an 2000. À l'an 2000, mais qui étaient occupées depuis 82. Donc, c'est sûr que c'est un discours très important, très mobilisateur et qui a mis vraiment les points sur les i sur la demande et la volonté de la résistance et puis de ceux qui soutiennent la résistance libanaise. On a parlé des élections en Israël, au Liban, et on va parler maintenant des élections de midterms, mi-mandat, aux USA. Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, Les effectivement. démocrates Alors, et les républicains. ces élections, alors bon, moi je voudrais quand même commenter et non pas apporter grand-chose de fantastique. De toute façon, les deux partis politiques qui se confrontaient, aussi bien donc le Parti démocrate et le Parti républicain, pour les républicains, c'était une avancée, puisqu'ils ont avancé dans la Chambre dans le Parlement, en fait. Ils ont réussi à avoir une voix de plus dans le Parlement. Mais par contre, au Congrès, reste quand même le Parti démocrate, alors Biden en a fait tout un plat en disant c'est une grande victoire. Les médias américains en ont fait
une grande victoire, alors que finalement, il y a eu juste, ils étaient à égalité, et à égalité plus une voix pour les démocrates. Je veux dire, c'est pas quelque chose de fracassant comme victoire, comme ils ont bien voulu l'exposer dans les médias. Mais bon, on voit, c'est intéressant de voir quand même, il l'a présenté, il a été calmé. On peut dire que les démocrates se sont calmés par la suite. Le discours s'est complètement transformé. Il est devenu un discours plutôt de coopération, alors que c'était un discours très violent contre les républicains, contre leurs représentants Trump aussi, etc. Mais le discours s'est calmé, et Biden a affirmé dès le lendemain, nous allons pouvoir coopérer avec tout le monde pour le bien, le mieux de la patrie, le mieux du pays. Euh, le discours aussi s'est calmé vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. On a vu qu'il y a eu une rencontre Biden-Xi Jinping à la marge de la conférence internationale pour le développement. On a vu que même comment dire, le ton agressif a baissé vis-à-vis de la Russie, qu'il y a eu même une des invitations à négocier, à discuter, Oui, tu parlais en des préparé, invitations cachées tu parlais euh, à, de rencontres en à, Turquie, hein, c'est ça? Si je me trompe pas, de rencontres de Turquie, en Turquie entre des responsables de la sécurité américains voilà, et russes. effectivement, et russe. Donc, il y a aussi des invitations un petit peu discrètes à Zelensky d'accepter de négocier et discuter avec la Russie. Donc, tout ceci, on voit que c'était une grande, beaucoup de cinéma pour ces histoires des élections, comme si menacer de la guerre, menacer la population mondiale de la guerre, allait amener les Américains à rechoisir à être aux côtés de leur gouvernement qui veut la guerre. C'est assez incroyable, hein. On voit qu'il y a maintenant un discours qui pousse effectivement Zelensky à la discussion, et puis c'est sûr que Zelensky fait le rejet, le difficile, que de toute façon, disant je ne négocierai pas, je ne discuterai pas avec la Russie telle qu'elle est maintenant. Bon, Zelensky n'est quand même, on le sait, que la marionnette des Américains. Donc, le jour où les Américains lui diront tu fais ci, il fait ça, quoi, puis c'est tout. Donc, voilà, on espère quand même que les choses iront mieux. Ceci n'empêche pas, d'ailleurs, Ursula von der Leyen de dire, de déclarer que nous continuerons au niveau de l'Union européenne de soutenir l'Ukraine, et puis elle, elle consacre quelques milliards pour les prochaines années, pour la prochaine année, pardon, comme soutien à l'Ukraine. Alors, on Bon, va parler maintenant. ceci dit, Pardon. je voudrais parler quand même de la position, de positions quand même divergentes au sein de l'Union européenne. Mhm. On voit la Hongrie qui dit que de toute façon, il ne faut pas pousser dans ce sens de l'agressivité, etc. Au contraire, il faut aller discuter. Il faut aussi renégocier avec la Russie pour, à l'approche d'un hiver difficile et de la difficulté que vont avoir les peuples européens en hiver, du manque de carburant et du manque de gaz, hein. Donc, la Hongrie, qui a refusé, je rappelle quand même, d'appliquer les sanctions contre la Russie, continue à prêcher, à plaider au sein de l'Union européenne pour un dialogue, pour
pour un retour aux relations d'avant, d'échanges avec la Russie telles qu'elles sont euh, telles qu'elles étaient, pardon, avant. Mhm. Et, euh, et donc, il y a quand même plusieurs États qui commencent à aussi, l'Autriche est aussi très proche de ces positions, alors que c'est vrai que euh, les rapports concernant les rapports bon, concernant l'histoire de l'explosion Du missile en du Pologne? gazoduc, Ah non, pardon, du du gazoduc gazoduc, de ouais, Nord du Stream. gazoduc du Nord Stream accable effectivement les Anglais, les Britanniques et les Américains. Bon, ce n'est pas reconnu par l'Union européenne jusqu'à maintenant. Les rapports officiels disent effectivement qu'il y a eu attentat, mais comme d'habitude, on ne veut pas dire qui a été à l'origine de l'attentat. Comme ça a été le cas pour le chimique en Syrie, il y a eu utilisation du chimique, mais on ne veut pas dire qui c'est. Mhm. Comme ça laisse la liberté d'accuser qui on veut, en fait, hein. Laisse Donc, planer le doute. voilà. Voilà. Et bon, mais Alors, il est clair que c'était les Britanniques ont été clairement là-dedans. je Que mentionnais aujourd'hui, Je mentionnais le missile en Pologne, parce qu'il y a eu récemment un missile qui est tombé en Pologne. Les regards se sont tournés vers la Russie par réflexe pavlovien, j'ai envie de dire. Et en fait, il semble que ce soit un missile de la défense antiaérienne ukrainienne qui soit tombé accidentellement en Pologne. Ce qui a valu d'ailleurs à Medvedev ce commentaire un peu humoristique où il proposait à la Pologne d'acheter des systèmes de défense antiaérien russes pour se protéger des erreurs des missiles de missiles ukrainiens. ukrainiens. C'est plutôt cocasse. Alors, Effectivement, on va parler maintenant, si tu veux bien. c'est une bonne chose en fait de le dire. Mais On- là-dessus, je voudrais quand même préciser que Biden lui-même a dit, au début, il a dit c'est la Russie, puis après, il a dit non, non, la Russie n'a rien à voir avec ce missile. Tout à fait. Alors, C'est tout lui-même. on va parler également de la prise de Kherson par les troupes ukrainiennes. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce qu'on avait vu effectivement les Russes évacuer la population civile dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, je pense que c'est la Russie a évacué en grande, avec beaucoup de prudence et de sécurité pour la population civile, a évacué la population civile de Kherson. Et pour éviter, pour deux objectifs. D'abord, éviter qu'il y ait des morts et des blessés suite à une attaque militaire violente avec ou dans le cas où il y aurait une confrontation militaire importante avec l'armée ukrainienne. Ça d'une part, d'autre part, donc pour préserver la vie des civils et d'autre part pour éviter que les Ukrainiens n'utilisent les civils comme boucliers humains, comme c'est leur habitude d'ailleurs dans les autres villes. Et Donc, alors, je dirais qu'il y a aussi et dernier point, un troisième objectif, quelque part. C'était de peut-être de duper l'ennemi et de faire croire qu'ils allaient résister dans la ville et que par précaution pour la population, ils évacuaient la ville. Alors qu'en fait, finalement, ils ne sont pas restés pour se battre dans la ville. Ils ont fait un en repli fait, stratégique. justement, c'est le fait que l'armée russe s'est retirée effectivement de la ville. Je crois que ça a été un petit peu désappointant et un peu déroutant pour les Ukrainiens qui ont effectivement massé des troupes importantes pour l'attaque de Kherson. Donc, effectivement, cette bataille n'a pas eu lieu. Et puis, voilà. Et je crois que ça montre quand même à quel point le président Poutine tient à la vie des gens et tient à ce qu'il n'y ait pas vraiment de confrontation, effectivement, militaire à un stade ultime, quoi. Mhm. Voilà. Alors, on va parler maintenant d'international et des rencontres qui sont tenues récemment.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé en début d'émission. Il y a eu la COP 27 à Sharm el-Sheikh, le G20 à Bali. Est-ce que tu peux nous parler de ces rencontres? Alors, oui, moi je voudrais dire quand même, oui, je reviendrai sur la Syrie après. Mhm. Effectivement, alors il y a eu des rencontres importantes alors concernant le G20 qui a encore une fois en fait montré l'ensemble dans son rapport final le sectarisme contre la Russie et qui pousse en fait aussi à accentuer les sanctions, etc. La Russie n'y était pas d'ailleurs, en fait, là aussi. On peut dire que la caractéristique, c'était en fait des décisions anti-russes, mais euh, qui montre quand même que les Américains et l'OTAN, les pays de l'OTAN, continuent à refuser le fait réel que nous sommes dans un monde, nous sommes déjà dans un monde multipolaire qui est différent des années où l'Union soviétique s'était effondrée, donc des années entre 90 et maintenant et 22, je dirais, ou même des années de 2011 déjà jusqu'à maintenant. Alors, ce monde multipolaire était en, en émergence, je dirais. Ceci a été réellement, dont le réel euh, le réel début, je dirais, a été dans la victoire de la Syrie et dans le fait que le plan de destruction de la Syrie, qui est un plan américain du nouveau Middle East, en fait, du nouveau Moyen-Orient, a été mis en échec. Et en fait, cet échec a fait que, effectivement, par effectivement l'aide de la Russie, par l'aide de la Chine et puis de l'Iran, surtout l'aide aussi des vétos euh, russes et chinois qui ont empêché qu'il y ait une invasion de la Syrie, comme ça a été le cas de l'Irak, hein, sur Et de des la raisons Libye? fallacieuses. Et oui, mais surtout l'Irak qui a été envahi aussi sur un mensonge. Oui. L'histoire De la Libye aussi. la Libye aussi, c'est des gros mensonges, hein. Donc, bon, bah là, effectivement, le fait que la Syrie ait stoppé justement ce plan américain qui est construit depuis 82, en fait, les années 80, ou exprimé depuis 82 par la bouche de Condoleezza Rice, en fait, hein. Donc, c'est ça, c'est un nouveau monde que le monde occidental continue à vouloir ignorer et à vouloir se fermer les yeux sur ce nouveau monde. Mhm. Deuxième sommet dont nous allons parler, puisqu'il y a eu plusieurs, en fait, et beaucoup de sommets et de salons, etc. Mais là, le deuxième sommet qui était important, celui qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh, c'est le sommet pour le climat, comment dire, pour sauver la planète, disons. Et là, la Syrie a participé, c'est intéressant. Ce qui était intéressant dans ce sommet, c'est toutes les rencontres bilatérales qui ont eu lieu. En fait, donc il y a eu des rencontres entre Biden et Xi Jinping, il y a eu des rencontres entre la Syrie et la Chine aussi, la Syrie et la Russie, la Syrie et l'Iran, la Syrie et l'Inde, et tout un tas de pays. Donc la Syrie a participé pleinement à ce sommet. On voit aussi que les pays qui défendent l'environnement et la planète, c'est comment dire, deux camps différents aussi.
où les pays du tiers-monde demandent effectivement aux pays industrialisés ou des pays du premier monde, si on peut parler maintenant dans ces termes-là, d'indemniser les pays du tiers-monde, parce que ceux qui ont pollué, ce sont vraiment les pays européens et américains, et ceux qui trinquent de ces grandes pollutions, ce sont les pays du tiers-monde. Je voudrais rappeler toutes les histoires par exemple, les grandes inondations au Pakistan, les grandes inondations, les grandes, euh, comment dire, les grands tornades, en fait, Tornade, les grandes tempêtes, les tornades, etc., les qui cyclones. provoquent vraiment des éboulements de terrain, des grands problèmes dans les pays et en même temps l'exacerbation de la sécheresse dans les pays africains, la soumission systématique des pays africains à la Banque mondiale met la corde autour des États et leurs pays, leur production. D'ailleurs, Donc je tout précise dans ce ceci, contexte que tu m'as signalé en préparant l'entretien que l'Algérie avait annulé l'intérêt des dettes de Cuba et ajourné le remboursement de cette dette. oui, Donc, ce qui montre, l'Algérie, l'exemple. en plus de solidarité, effectivement, a annulé les intérêts qui s'étaient accumulés sur les dettes cubaines, mais a aussi ajourné les paiements de Cuba de ces dettes. Donc, ça, c'est un geste de solidarité très important qui invite aussi les autres pays à en faire autant. Les autres pays, je parle des pays des BRICS, et on voit qu'il y a un front aussi qui se forme de tous les pays qui sont opposés à l'hégémonisme, au pillage, à la domination, et donc aussi qui adhèrent complètement à la position russe et chinoise, et qui est de s'entraider pour un développement harmonieux de la planète et refuser cette politique des sanctions dont usent et abusent les États-Unis pour en fait imposer des changements politiques des pays et des directions des pays, et surtout pour imposer des diktats à ces pays qui maintenant tous lèvent la tête et adhèrent à ce nouveau monde, je dirais, qui serait basé sur des rapports d'égalité entre les différents pays et des rapports comment dire, d'échanges égaux à un même niveau, et de refus de cet hégémonisme et de ce diktat système, de cette hiérarchie, je dirais, entre les pays. Alors en face, pourtant, et on a l'impression presque que nos dirigeants occidentaux, ils ne comprennent pas cette demande et ce besoin et ce sens de l'histoire. Et presque ils se raidissent. J'en veux pour preuve, c'est bientôt le mondial du foot au Qatar. Et il y a eu cette déclaration de Macron qui disait que c'était une très mauvaise idée de politiser le sport. Alors c'est vraiment du deux poids deux mesures, un peu comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que on a l'impression qu'il se fout ouvertement de la gueule du monde. Excusez-moi d'être un peu familier, mais en tout cas je comprends que ailleurs on ait la haine de l'Occident parce que franchement quand on voit ce genre de déclaration, alors qu'il y a moins d'un an en Russie, par rapport à l'opération spéciale russe en Russie, en Ukraine pardon, donc toutes les équipes sportives russes, les sportifs russes et les artistes russes étaient frappés plein fouet de plein d'interdictions en Occident et là Macron n'y trouvait rien à redire. C'est vraiment donc le deux poids deux mesures le plus flagrant quoi. Oui, mais je te remercie, Raphaël, parce que c'est quelque chose c'est bien de donner cette information à cette occasion, parce que c'est vrai que la France, l'Europe, tous les pays européens, ils ont annulé les concerts
des grands musiciens russes, même des chanteurs à l'opéra. Ils ont annulé les visas des ressortissants russes qu'ils avaient pour venir en Europe. Et jusqu'à présent, ils ne donnent absolument aucun visa à un ressortissant russe, quel que soit l'objectif de son passage, donc pour venir voir des amis ou pour présenter un diplôme ou quelque chose comme ça. Et puis en même temps, on se donne le droit de dire il ne faut pas politiser, etc. Moi, ça me rappelle le fait que à chaque fois, c'est exactement le même masque que la défense des droits de l'homme, qu'ils disent, ils reprochent effectivement aux différents pays soi-disant, vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous ne respectez pas le droit à l'information, et qu'ils ferment tous les médias qui ne sont pas de la vie dominant en Europe et pas de la vie des gens. C'est Oui, exactement la même chose. tout comme, C'est les deux poids deux mesures voilà. systématiques Tout vis-à-vis comme, de la Palestine. Oui. tout comme les Vis-à-vis de... arrestations abusives et la maltraitance des manifestants gilets jaunes. Ouais. Voilà, donc, on a Et beau jeu de autres, dénoncer ça en Russie, mais ça se passe en France, et etc., pas etc. seulement, je voudrais dire, pas seulement des gilets jaunes, mais même les médecins qui étaient d'un avis différent et que sur la question du corona, sur la question des vaccins, les médecins qui ont été et tous les opérateurs de la santé qui ont été suspendus de leur métier parce qu'ils n'avaient pas l'avis de l'État sur la question. Et les médecins et les grands chercheurs et les grands professeurs qui ont été soit mis à la retraite, soit attaqués, soit même suspendus. Récemment, là, je viens de lire un député qui est LR et qui a été suspendu pendant 9 mois là, du Parlement parce que pour avoir défendu des idées différentes de celles de l'État sur le vaccin. Alors, Alors, on va terminer ce thread parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, en parlant de faire un petit focus sur la Syrie. Et ouais. j'aimerais qu'on parle maintenant des centrales de production, notamment électriques et solaires et éoliennes, qui sont en construction, en production. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça se situe où? Alors, en Syrie, il y a effectivement, on avance comme on peut à l'ombre des sanctions dans la reconstruction, je dirais. Aussi bien, l'idée, c'est de pouvoir se déployer et mettre en œuvre les énergies nouvelles, l'énergie solaire, l'énergie du vent aussi ce en coopération avec les pays qui font partie justement de ce nouveau monde multipolaire, nos amis iraniens, indiens. Aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères syrien est en Inde, Mhm. justement pour examiner l'ensemble le volume d'échanges et de coopération avec l'Inde, avec l'Iran, avec la Russie, avec Avec, la Chine et tout, avec avec Oman? le Pakistan même. Pardon? Avec des petits pays aussi comme Oman. Il y a eu la visite d'un responsable d'Oman récemment. Avec l'Oman, Oman, avec pardon. beaucoup avec l'Algérie aussi, disons-le. C'est effectivement la Syrie avance à ce niveau-là. Elle avance aussi, il y a des réalisations, plusieurs centrales thermoélectriques qui ont été mises en production, mais des petites effectivement, dont une à Deir ez-Zor, une autre à Alep, une troisième à Adra dans la technopole de Massen aussi du côté de Hama et Homs. C'est quelque chose de très important qui a été fait là. C'est
une production locale avec l'intelligence et les mains de nos ouvriers syriens qui essayent de faire, qui font et arrivent à faire au mieux avec leur génie, leur connaissance. On essaye aussi d'améliorer et de favoriser, je dirais, au maximum les cultures et l'agriculture en général et toute l'industrie qui est liée à l'agriculture. On essaye d'améliorer donc la production. Je voudrais dire quand même que malheureusement, dans les incendies, il y a eu 40% des oliviers qui ont été détériorés, brûlés. Des terres aussi, il y a eu beaucoup de terres qui ont été brûlées à cause des incendies des récoltes de céréales. Et bon, donc on essaye de monter peu à peu, mais on pense que dans un an ou deux, les choses iront certainement mieux. Mhm. Je Alors, voudrais j'en profite ajouter, pour préciser aussi que au niveau international, donc il y a eu la participation de la Syrie à plusieurs événements. Donc, tu en as parlé tout à l'heure à la COP 27. Il y a eu aussi le Salon international chinois des importations récemment, tout et à fait. également le congrès sur l'information digitale qui a eu lieu à Dubaï, si je me trompe pas. Et pour Mhm, terminer sur tout une à note, fait, pour qu'elle participe la Syrie, et pour terminer mais sur une aussi note les très positive. Syriens. Pour terminer sur une note très positive, je voulais parler en particulier de cette petite fille syrienne qui a reçu un prix de 6 ans, c'est ça, hein, tu me disais, qui avait Ouais, reçu un prix international de la diction. Alors j'imagine que c'est en la diction en le arabe, premier prix. arabe Oui, littéraire. oui, le premier prix, effectivement, de l'addiction. C'est une jeune fille, une petite fille, en fait, de 6 ans qui a porté le drapeau syrien très haut, en fait, dans cette manifestation et qui a eu le premier prix. D'ailleurs, je voudrais rappeler aussi que le deuxième, le troisième et le quatrième prix ont été raflés par des Syriens aussi. Donc, il y a eu lieu, ce grand concours a eu lieu à Dubaï et elle a eu vraiment la médaille d'or, hein. Alors il se trouve Euh, que j'ai déjà vu des images de concours de diction en arabe. C'est très impressionnant. Enfin, je crois que c'était de la poésie. Et c'était Absolument, c'est de la poésie. des gens de Elle le tout, dit par cœur. des personnes, des participants de tout le monde, de tout le monde, hein, d'Afrique, qui venaient d'Asie, du Moyen-Orient, parce que c'est vrai que la langue arabe est parlée dans beaucoup de pays. Et c'est très impressionnant parce que autant l'arabe de tous les jours dans certains pays peut paraître un petit peu rude, autant l'arabe littéraire, la poésie, c'est quelque chose de très impressionnant, mais beaucoup plus doux aussi par moments, beaucoup plus musical. Et je serais très curieux de voir effectivement cette petite fille de 6 ans déclamer des poèmes en arabe, ça va être quelque Ouais. chose de fort. Euh, Alors, je voudrais aussi ajouter quand mhm, même que les sportifs syriens, donc ils ont aussi raflé quelques médailles, hein, mhm. aussi bien au niveau des tournois asiens en fait que des tournois de l'Asie, de l'Ouest asiatique en fait, qui ont lieu entre les pays arabes et l'Asie, enfin en préparation comme ça, donc pour les tournois internationaux asiatiques. Mhm. Donc il y a, je n'ai pas en tête en fait toutes les médailles qui ont été raflées, mais je t'enverrai les infos pour les mettre en documentation de notre vidéo. Comme ça sera on voit que les Syriens continuent à donner le mieux d'eux-mêmes malgré les sanctions, malgré la vie très difficile, malgré le froid, malgré le fait aussi que les Américains continuent à piller notre carburant et continue avec des citernes entières tous les jours, des dizaines et des dizaines de citernes de notre pétrole du nord de la Syrie partent vers Erbil pour atterrir en Israël via la Turquie, donc ou même aux États-Unis. Et franchement, c'est quelque chose d'absolument révoltant
que des pays comme ça continuent à piller au vu et au su du monde entier. Et il n'y a pas une seule condamnation des Nations Unies sur ces actes de pillage systématique, d'affamation systématique, alors que les Nations Unies se targuent aussi d'être là pour défendre les êtres humains et pour défendre le droit des êtres humains. Le droit de l'homme, le premier droit de l'homme, c'est pouvoir se chauffer et pouvoir manger à sa faim. Alors que les Américains, ils pillent nos ressources, nos richesses, ils en privent la population et ils nous mettent des sanctions par-dessus le marché. Alors, si ça, ce n'est pas des crimes à dénoncer par une organisation qui se dit humaine, défendant les droits de l'homme, etc., comme les Nations Unies, et par tous les pays défendant soi-disant les droits de l'homme, mais pour attaquer les régimes et pour créer la déstabilisation systématique. Bon, moi, je voudrais comprendre. Aïssa Midani, merci beaucoup pour toutes les informations que tu as encore une fois apportées à notre connaissance. Merci beaucoup pour tes analyses et merci également pour tes coups de gueule, tes coups de sang qui nous font du bien aussi parfois pour remettre un peu les pendules à l'heure. L'église ou la mosquée au centre du village. Et je voudrais terminer ce site rep en parlant de CrowdBunker, qui est une plateforme alternative, peut-être un petit peu moins connue qu'Odyssey, mais qui a énormément de vent en poupe. Et contrairement à Odyssey, est cotée en bourse aux États-Unis, qui est une plateforme américaine, qui est certes alternative, mais qui est parfois sujet malheureusement à la censure. CrowdBunker, c'est un outil français créé par un petit jeune de 25 ans qui a été interviewé par Pierre Bernerias de Citizen Light récemment. Je vous mettrai le lien également sous la vidéo. Et donc ils ont besoin d'argent pour soutenir, parce qu'il y a un essor de cette plateforme vidéo alternative qui est géniale et qui permet d'éviter la censure. CrowdBunker, ils ont besoin de 300 000 euros, ils ont déjà récolté 100 000 euros. Donc si vous pouvez les aider, voilà un petit lien pour les soutenir. Et ils le méritent, ce sont des gens honnêtes, ils ne se feront pas racheter. Et ce sont des incorruptibles. Donc soutenons-les, on en a besoin. Nous soutenons tous les incorruptibles d'un côté et tous ceux qui disent vrai et qui défendent effectivement les vraies valeurs de l'humanité. Alors, je voudrais effectivement vous demander de les soutenir et surtout pour être sûr d'avoir toutes nos vidéos aussi, cliquez sur le fait de vous abonner, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, très bonne journée, très bonne soirée. Et à dans 15 jours. Oui, à dans 15 jours. Merci, à bientôt. Au revoir. Thank you.